Bien alors dans cette vidéo on va voir le titrage colorimétrique, voir dans ses principes de base et voir comment s'en servir et quelle est son utilité. Alors on va prendre l'exemple d'un titrage de I2, le diode, par l'ion thiosulfate SiO3 en regardant déjà une petite vidéo, petite animation. Donc le diode, il est au fond du bécher, il est de couleur marron. Et à chaque fois qu'on fait tomber quelques gouttes d'ion thiosulfate, on voit donc un petit nuage là de décoloration qui ensuite se répartit dans tout le volume. Donc ça veut dire que le thiosulfate est en train d'éliminer le diode marron I2, puisque la couleur marron, petit à petit, elle disparaît. Jusqu'à un moment où on a ajouté suffisamment de thiosulfate pour éliminer tous les I2, et la solution devient donc incolore. Alors on va essayer de préparer un petit peu ce titrage donc au niveau théorique et notamment de savoir ce qui se passe exactement avec l'équation. Alors vous avez les couples ici, ce sont des couples redox, on va écrire les demi-équations. I2 est associé à I-, donc j'ai deux éléments iode à gauche, je dois faire pareil à droite, 2 ici, donc ça va me faire deux charges négatives, donc je vais ajouter deux électrons ici. Donc le diode qui est là, c'est un oxydant qui va capter deux électrons et se détacher en deux ions I-. Pour l'autre couple, SO3 on voit qu'ici il suffit de multiplier par 2 pour avoir 4 S et 6 oxygènes comme de l'autre côté. Au niveau des charges, 2 fois 2 ça fait 4, et là on n'a que 2 charges négatives, donc il faut rajouter 2 ions. Donc cette fois-ci, SO3 lui, il a le rôle de réducteur puisqu'il va libérer des électrons. Concernant l'équation globale, on va pouvoir, à partir du moment où on a deux électrons de chaque côté, on va pouvoir les éliminer. Et il n'y a plus qu'à reprendre ce qui est écrit au-dessus. Donc abaisser tout ce qui est à gauche en laissant à gauche et tout ce qui est à droite en laissant à droite. Et on peut se rendre compte que du coup, on va avoir donc la réaction qui se passe entre I2 et SO3 qui se fait dans les proportions 1 pour 2. Donc on a l'équation maintenant, et on va pouvoir verser donc la solution du thiosulfate qui est au-dessus. Donc si je repère bien au niveau des formules, SO3 il est ici, et donc on a le diode I2 qui est en bas. Regardons une petite animation. On a bien donc le diode qui est en bas, dans l'Erlenmeyer, avec un agitateur magnétique, un petit turbulent qui fait tourner la solution pour qu'il y ait un mélange qui soit rapide. Et on va faire couler donc le thiosulfate. On peut remarquer qu'il y a une décoloration de la solution, donc qui montre bien que le diode est consommé régulièrement. Là, ça devient très très clair, donc ce que je peux faire, c'est ajouter un indicateur qui va foncer la solution pour mieux voir le changement de couleur. Donc là, c'est reparti depuis le volume 0 concernant le thiosulfate. Et voilà, on a pu observer ici un changement de coloration. Donc ça veut dire qu'on a atteint ce qu'on appelle l'équivalence, c'est-à-dire on a éliminé tout le diode qui était en bas. Donc comme on a été un petit peu surpris, on sait que c'est à peu près autour de 10, on va recommencer la situation, et en faisant attention, donc en s'approchant du volume de 10, on va y aller tout doucement. Maintenant, on ne va pas être surpris. Voilà, on a un changement de coloration qui commence à se faire. Je vais rajouter une petite goutte ici, hop, tout doucement. Voilà, maintenant je pense qu'on est bon. On a la coloration bien marquée. On n'a pas un mélange entre le orange au début et ici. Je vais vérifier, donc 10,6 je retiens. Il n'y a plus de changement de coloration, donc c'est bien le bon volume. Donc maintenant on va pouvoir définir quelques petites informations. Donc réaction de support de titrage. Donc il faut bien distinguer ce qu'on appelle dosage et titrage. Dosage, c'est trouver une concentration d'une solution par diverses méthodes. Donc ça peut être spectrophotométrie, ça peut être indice de réfraction, plein de choses différentes. Par contre, le titrage, le but va être le même, c'est-à-dire faire un dosage également, donc c'est-à-dire trouver une concentration qu'on ne connaît pas, mais cette fois-ci, on s'impose d'avoir une réaction chimique. Donc ça veut dire qu'on va éliminer le réactif qui était en bas. Ici, on avait le diode, on l'a éliminé par réaction chimique, mais on va pouvoir remonter à la concentration qu'il avait au début, avant qu'on fasse cette réaction. Donc en fait, on fait une réaction qui va être contrôlée dans le sens où on va ajouter la quantité de solution titrante qui est dans la burette de manière contrôlée, puisqu'on va pouvoir fermer, ouvrir le robinet comme on veut. Alors, pour qu'un titrage soit fait dans de bonnes conditions, il y a 3 conditions pour cette réaction. Elle doit être totale parce qu'effectivement, on doit savoir exactement ce qu'on va consommer comme matière. Donc du coup, elle doit se faire à 100%.
Ensuite, elle doit être rapide, ça c'est une question simplement pratique pour éviter d'attendre des heures entre deux coulées de solution titrante. Donc effectivement, c'est bien plus confortable si la réaction se fait rapidement, on n'a pas à attendre. Et la réaction doit être unique, parce qu'il ne doit y en avoir qu'une seule dans la solution, sinon l'espèce qu'on va faire tomber, si on ne sait pas avec qui elle va réagir, donc on va avoir un souci. Et donc il faut qu'il n'y ait qu'une seule réaction possible en même temps. C'est quand même bien plus simple. Ensuite, évolution du système chimique. Donc ce qu'on va faire, on va regarder une autre animation qui va reprendre la même réaction, c'est-à-dire on a bien le diode qui est ici et S2O3 mais cette fois-ci on va pouvoir suivre les quantités qui sont introduites tout au long de la réaction et surtout les quantités qui sont présentes ici dans le bécher en bas. Donc au début on n'a que du diode qui est en bas et on a tout le thiosulfate qui est en haut. Donc pour l'instant on n'a pas fait tomber de thiosulfate, je vais faire un ajout ici, donc petit à petit. Donc effectivement, qu'est-ce que je fais? J'ajoute du thiosulfate puisque j'ai fait couler la solution par la burette, mais pourtant j'en ai pas ici. Pourquoi? Parce que tout le thiosulfate qui tombe dans le diode va réagir tout de suite avec le diode par cette réaction-là. Donc dès que le SDO3- est en contact avec du I2, il va être tout de suite consommé. Donc du coup, il ne va pas rester. Je vais continuer comme ceci. Donc je vois qu'en fait, le thiosulfate, c'est le produit qui est limitant puisque c'est lui qui reste à 0. Et à un moment donné, lorsque je vais atteindre un volume suffisant, puisque quand le thiosulfate tombe dans la solution, en même temps il réagit avec I2, donc je vois que la quantité de I2 elle a baissé par rapport au début, etc. Et à un moment donné, forcément, la quantité de I2 ne va pas être suffisante. On va arriver à 0. On voit que la solution d'ailleurs s'éclaircit. Bon, c'est pas la même couleur, normalement c'est jaune-orange, c'est pas bleu. Et là, j'arrive à une situation où ici, j'ai ma quantité de I2 qui est égale à 0, c'est-à-dire j'ai ajouté tout le thiosulfate nécessaire à la consommation de I2. J'ai mon changement de couleur qui a été opéré, et je peux voir maintenant que si j'ajoute le thiosulfate, cette fois-ci, il ne va plus rencontrer de I2 pour être consommé, du coup, il va pouvoir rester, il est en excès, j'ai dépassé l'équivalence, donc ma solution titrante du bécher est en excès. Donc ma solution titrante qui tombe de la burette, au début comme elle rencontre le diode en bas, dès qu'elle tombe, cette solution titrante, elle va être consommée. Donc elle va rester à 0 jusqu'à ce qu'on n'ait plus de I2. Justement l'espèce titrée ici, qui est dans le bécher, il va diminuer en quantité au fur et à mesure que j'ajoute l'espèce titrante, et donc à un moment donné, il ne va plus y en avoir. S'il n'y a plus de solution dans le bécher, plus d'espèces chimiques qui est présente dans le bécher, dans ce cas-là, la solution qui tombe de la burette, elle va pouvoir rester en solution et donc elle va être en excès. Elle n'a plus personne. Ici, on voit que le produit rouge qui était en bas dans le bécher n'est plus présent, donc ne va plus pouvoir consommer la solution titrante qui tombe. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut dire de l'équivalence? C'est justement au moment où il y a changement de couleur, et il y a changement également de réactif limitant. Au début, c'est l'espèce de la burette qui est limitante, qui est à 0, et après, c'est l'espèce qui était dans le bécher ou l'Erlenmeyer en bas, qui est à 0. Donc on a changé le produit qui est à 0, donc qui est limitant. Donc l'équivalence, comment on va pouvoir la définir? On va dire que c'est à l'équivalence, c'est quantité de matière des réactifs titrants et titrés ont respecté les proportions d'une équation chimique, donc sont dans les proportions stoichiométriques. Je rappelle la réaction. On avait un I2 qui va consommer, enfin une mole de I2 va consommer 2 moles de SDO3-, et donc on va respecter ces proportions-là. Donc ça veut dire qu'on a fait tomber de la burette les SDO3-, et donc on en a fait tomber 2 moles pendant qu'il y avait une mole de I2 dans le bécher ou dans l'Erlenmeyer en bas. Donc ça veut dire qu'on on connaît maintenant les proportions de quantité de matière qui ont été présentes dans l'Erlenmeyer au début et ajoutées depuis la burette. Donc à l'équivalence, le volume à l'équivalent correspond au volume de la solution titrante ajoutée dans le bécher pour atteindre le point d'équivalence. Donc si on reprend nos animations, tout simplement, ça veut dire qu'il fallait regarder le volume qu'on a fait tomber au moment pile à la goutte près du changement de couleur. Comment repérer l'équivalence? Donc il faut qu'il y ait un effet visuel. Donc du coup vous avez trois façons. Soit c'est le réactif titré, donc qui est en bas, qui est coloré et donc il va disparaître. C'était le cas de notre I2 qui était en bas orange et qui a disparu. Ou alors c'est le réactif titrant dans la burette qui lui est coloré, donc ça veut dire qu'il ne va pas être présent au début, dès qu'il va tomber, il va être éliminé, donc on ne va pas le voir. Par contre, dès qu'il est en excès, cette fois-ci, sa coloration va rester.
ou alors on utilise un produit extérieur autre que les deux réactifs, ce qu'on appelle un indicateur coloré, qui change de couleur. Ça aide à mieux voir les couleurs claires aussi généralement, mais si là par exemple on a deux produits qui sont incolores, en bas et en haut, dans l'air laine et dans la burette, bah, il nous faudra un troisième produit qu'on appelle indicateur coloré, qui va nous rendre donc l'équivalence visible par soit une apparition, soit une disparition de coloration. Pour l'indicateur coloré, on vous dira ce qu'il faudra prendre. Du coup, la relation qu'on va pouvoir appliquer à l'équivalence. Lorsqu'on a une équation de cette forme-là, on a les nombres stoichiométriques petit a, petit b, et bien la relation qu'il va y avoir entre les espèces grand A et grand B, ça va être celle-ci. C'est-à-dire qu'on va prendre les quantités à porter, divisé par le nombre stoichio, et on va avoir égalité entre les deux calculs. Ça revient à dire qu'en fait, on a le x max qui est le même entre les deux réactifs. Le x max, on rappelle, c'est toujours la quantité initiale sur le nombre stoichiométrique. On le calcule pour le produit A, pour le réactif A, le réactif B. Et si à égalité, ça veut dire tous les deux, ils ont le même x max, donc qui fait qu'ils sont consommés tous les deux au même moment. Ben, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, à l'équivalence, ben, tous les deux réactifs présents au début, ils sont tous les deux à 0, donc ils ont le même x max. Ce qui fait que dans notre cas présent ici, comment je vais mettre en application ceci, et bien ça tout simplement la quantité au début de I2 sur 1 est égale à la quantité initiale de S2O3 de moins sur 2. Alors comment maintenant je vais pouvoir trouver ces quantités? Vu que tout est en solution ici, je vais appliquer la formule qui dit que le nombre de moles c'est égal à la concentration molaire fois le volume de solution. Je vais appliquer ça des deux côtés. Donc je vais avoir la concentration de I2, le volume de I2, et de l'autre côté, je vais avoir la concentration de SO3 de moins et le volume de SO3 de moins. Ça nous donne du coup cette relation-là. Le N de I2 va être remplacé par C fois V de I2, et le N de SO3 de moins est remplacé par C fois V de SO3 de moins. J'ai les nombres stoichiométriques qui sont toujours là, 1 et 2. Donc je tiens à préciser que là, on n'a pas du tout une loi de dilution, même si on voit un C fois V est égal à C fois V. Par contre, il y a des nombres stoichiométriques d'une réaction. Donc s'il y a une réaction chimique, ça veut dire qu'on n'a pas une dilution. La dilution, je rappelle, c'est la concentration mère fois le volume mère égale concentration phi fois le volume phi. Et vous voyez qu'en dessous, il n'y a aucun nombre qui est présent. Donc on n'a pas une réaction chimique, là c'est une dilution, alors que là, pour nous, aujourd'hui, on a une réaction chimique avec les nombres stoichiométriques 1 et 2, qui étaient présents ici, 1 et 2, dans notre équation. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en application en prenant les informations que j'ai. Par exemple, ici, j'ai 10 ml de la solution de I2 au départ. Sa concentration initiale, elle est inconnue, c'est justement ce que je cherche. Ici, j'ai la concentration de la solution de thiosulfate, qui est ici. Pour le volume, au début, il est inconnu, mais on avait repéré que tout à l'heure, le changement de couleur se faisait à un volume de 10,6 ml. Donc c'est ça que je vais appeler le volume à l'équivalence. Volume à l'équivalence, en fait, c'est toujours celui qu'on obtient à la burette. Je reviens à mon calcul en sachant que ce que je dois trouver, c'est la concentration de I2, donc c'est lui que je vais isoler. Donc ce qui fait que ma concentration I2, si je la laisse tout seul, ça va être concentration de SO3 de moins fois volume de SO3 de moins qui ne bouge pas. Le nombre stoichiométrique 2 que j'avais ici ne bouge pas. Le 1, bon, il n'est pas nécessaire au niveau de calcul, mais je devrais le croiser, je devrais faire un fois 1. Donc si un jour, par exemple, vous avez un divisé par 3, bah là, ça fera un fois 3 de l'autre côté. Et il me reste ensuite le volume de I2 que je vais croiser, qui va passer en division ici. Et maintenant, je vais pouvoir remplacer avec toutes les valeurs. Donc concernant la concentration de thiosulfate 5,10-2 ici, donc je vais avoir 5,10-2 mol par litre ici. Le volume de SO3 de moins, donc c'était le 10,6 ml de volume à l'équivalence que j'ai trouvé à la burette. Le 2, il reste ici. Ensuite, le volume I2, bah, c'était 10 ml au départ. Donc ce qui fait que finalement, ma concentration de I2 que je ne connaissais pas au début, maintenant je vais pouvoir la déterminer par ce petit calcul ici, et ça donne 2,65 10-2 mol par litre. Résultat des courses, la concentration que je ne connaissais pas pour le diode de début, si je remets à 0, donc il était comme ça. Il avait une certaine coloration, mais il avait une concentration que je ne connaissais pas. Et bien maintenant, grâce à cette technique-là, on a pu trouver cette concentration qu'il avait au début. On peut se faire un deuxième exemple. Cette fois-ci, une solution de sel de mort, c'est une solution qui contient des ions Fe2+. Et ici, solution de permanganate de potassium, la coloration violette est due à l'ion permanganate.
On a certaines données. Ici, la concentration de Fe2+, on ne la connaît pas. Ensuite, la concentration de permanganate, elle est là, donnée 5, 10.3. Et je vais procéder donc à la coulée, ici, en allant, je peux aller assez vite. Je vais voir qu'il y a un changement de coloration là autour de 17. Donc, qu'est-ce que je fais? Je recommence. Je sais que quand je vais arriver vers 15, je peux y aller rapidement, mais par contre en arrivant à 15, il va falloir que j'y aille un petit peu plus doucement parce que j'ai la coloration, le changement de couleur qui va être instantané, puisque là pour l'instant à chaque fois la permanganate que je fais tomber est consommée par les Fe2+ qui pourrait rester, et à un moment donné les Fe2+ vont disparaître totalement, ce qui fait que j'ai le permanganate qui va du coup persister, la goutte supplémentaire qui va donc rester en solution comme ici. Voilà, donc j'ai un volume à l'équivalence, 17,6. Si je continue, ça devient de plus en plus coloré, mais donc j'avais bien mon volume à l'équivalence à 17,6. Et à partir de là, je refais le même travail, c'est-à-dire écriture de l'équation pour avoir les nombres stoichiométriques. Ensuite, application de la relation d'équivalence, donc les nombres de moles apportés sur les nombres stoichiométriques. Et ensuite, je remplace les n par C fois V. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez tout compris. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao!